Bernard de Montréal avait annoncé la menace de l'intelligence artificielle. Voilà le thème de l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, avant de débuter à proprement dit à parler de ce sujet, je veux mentionner présentement aux gens qui m'écoutent que j'ai mis en ligne récemment sur ma chaîne Odyssey un enregistrement en exclusivité qui s'intitule Un pas de plus dans la dictature sanitaire où je fais un commentaire là, sur la crise sanitaire. Bien entendu, j'invite les gens, si ce n'est pas fait, et que vous êtes intéressé là, à être en contact avec l'ensemble des enregistrements que je produis, de vous abonner sur Odyssey, qui est une chaîne sur laquelle se retrouvent de plus en plus là, de lanceurs d'alerte qui vont parler librement en relation avec la crise là, qui se déroule présentement. Et de plus en plus dans l'avenir, j'ai l'intention là, de réaliser des enregistrements exclusifs là, sur cette chaîne. Donc, c'est déjà commencé avec l'enregistrement auquel je faisais allusion, qui est dure à peu près 1h40, où je fais un commentaire sur la crise par rapport au vaccin, par rapport au port du masque, le passeport sanitaire. Donc, différents volets là, qui s'y rapportent. Donc, vous allez avoir les coordonnées là, de ma chaîne Odyssey en bas de la vidéo présentement que vous écoutez. Donc, Odyssey, c'est un bel espace là, pour les gens qui sont intéressés à entendre parler, que ce soit moi ou d'autres personnes, librement, de qu'est-ce qui se déroule présentement là, en lien avec la crise sanitaire. Donc, ceci dit, je vais aborder donc le sujet d'aujourd'hui, qui est la menace de l'intelligence artificielle. En fait, j'ai décidé de produire cet enregistrement après avoir réécouté un enregistrement de Bernard de Montréal qui date de plusieurs années, en fait de 1983. Donc, il y a presque 40 ans au moment où ce que je vous parle. Et l'enregistrement s'intitule, si vous voulez le retracer, donc c'est communication versus information. Donc, tout dépendant comment que les gens sur le web vont le classer. Il y en a qui vont le classer comme étant la CP105 ou le cerveau électronique 53A. Donc, il y a plusieurs façons que cet enregistrement a été numéroté. Néanmoins, vous allez retrouver un lien web en bas de l'enregistrement présent sur lequel vous pouvez cliquer et vous allez pouvoir entendre là, l'enregistrement de Bernard de Montréal à partir duquel je fais un commentaire aujourd'hui. En fait, en réécoutant là, cet enregistrement audio, je le trouve tellement d'avant-garde que je me suis permis aujourd'hui de faire un enregistrement où je commente certains de ces passages. Donc, je le trouve extrêmement révélateur par rapport à l'époque actuelle où il y a une accélération du développement là, de l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'il appelait à l'époque là, le cerveau électronique, donc tout ce qui touche à l'électronique, l'informatique. Donc, en cette période de pandémie, bien naturellement, qu'on nous dit être une pandémie, ça, c'est un autre aspect. On a un développement là, qui s'accélère là, de par les géants du web, là, Google, Apple, Facebook. Donc, les technologies de contrôle sont présentement en développement rapide. Et les compagnies là, qui produisent cette technologie-là, ben, on voit là, à la bourse là, l'augmentation de leur valeur au fil des mois. Donc, c'est sûr que c'est un sujet qui est intéressant à aborder et je voulais aussi saluer, rendre hommage à la grande capacité visionnaire qu'a eu Bernard de Montréal là, il y a quelques décennies. Donc, pour les gens qui ne le connaissent pas, cet individu a initié au Québec la diffusion de la conscience supramentale, donc une conscience qui est au-delà de l'intellect, conscience vibratoire. Et par rapport à lui, bien, c'est un auteur et conférencier là, prolifique, dans le sens qu'il a écrit de nombreux livres de son vivant et produit là, plusieurs centaines de conférences également là, que vous pouvez découvrir sur le web.
Donc, dans les prochaines minutes, je vais faire référence au phénomène de l'heure, c'est-à-dire le développement là, des cerveaux électroniques qui s'accélèrent et aussi de la menace que ça peut représenter pour les libertés individuelles et l'humanité en général. Donc, présentement, on peut voir entre autres plusieurs lanceurs d'alerte sur le web qui parlent de la menace que représente pour les libertés la quatrième révolution industrielle qui se déroule présentement. Donc, il y a Klaus Schwab qui va être le fondateur là, du Forum économique mondial et quelqu'un qui va faire la promotion du développement de l'intelligence artificielle, donc par rapport à ses bienfaits potentiels et aussi en tant que figure internationale, il a réalisé il y a quelques années un livre s'y rapportant. Donc, il parle que c'est la quatrième révolution. Donc, dans le passé, il y a eu plusieurs révolutions industrielles. Il y a eu celle qui se rapporte à l'utilisation de la vapeur. Donc, si on pense par exemple à la vapeur qui a été utilisée là, pour permettre aux trains de se déplacer, donc les trains qui fonctionnent à la vapeur, il y a eu la révolution industrielle aussi par rapport à l'utilisation de l'électricité qui a permis d'électrifier là, les entreprises de production industrielle et ainsi d'augmenter la productivité. Même chose pour l'apparition de l'électronique. Et présentement, la quatrième révolution porte sur le développement de l'intelligence artificielle. Ensuite, ce qu'on va appeler les objets connectés, donc avec des machines, entre autres en lien avec l'utilisation d'Internet. Donc, le web, le cloud, les entreposages de données là, à distance. Ensuite, les individus connectés via leur téléphone intelligent à un réseau. Ensuite, la révolution des automobiles là, autonomes qui est associée à la quatrième révolution. La diminution aussi des employés qui vont être remplacés de plus en plus par des machines, des robots dans des entreprises de production industrielle. Donc, il y a beaucoup de changements sociaux là, qui sont en train de s'opérer en relation avec la quatrième révolution qui se déroule d'une manière accélérée en temps de pandémie. Parce que les gens ayant peur d'attraper le coronavirus, ben à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir recours de plus en plus aux technologies associées à l'Internet, qui vont favoriser cette accélération du développement là, de tout ce qui touche à l'électronique, l'informatique et les éléments interconnectés. Si on parle par exemple du télétravail, donc travail en ligne, formation à distance, qui sont de plus en plus présents. Donc, une accélération de la mouvance technologique connectée auprès d'individus. Donc, c'est sûr que c'est porteuse d'opportunités en termes de développement humain, de réduction de la pollution, parce que c'est sûr que si la personne n'a plus besoin d'utiliser l'auto pour se rendre au travail et y revenir en fin de journée parce qu'elle travaille à distance, on peut, oui, en effet, réduire la pollution, mais il peut y avoir aussi un côté obscur au développement rapide de cette technologie. Et ça va être l'objet là, de l'enregistrement d'aujourd'hui, entre autres, pour faire preuve d'esprit critique. Et je vais lire et commenter certains passages là, de l'enregistrement de Bernard de Montréal, donc s'intitulant Communication versus information. Et donc, à partir d'une transcription là, qui a été faite là, de ce dernier. Donc, je vais commencer. Dans l'enregistrement, Bernard de Montréal dit « Des intelligences travaillent de façon de plus en plus subtile à travers des moyens de plus en plus sophistiqués à l'involution et au maintien de leur contrôle sur l'esprit de l'homme. Et il sera reconnu sur le plan de l'expérience humaine que le phénomène de la fascination pour les cerveaux électroniques est justement l'outil utilisé par ces forces contre l'homme. » Donc, je ferme les guillemets.
Donc, à travers ce passage-là, ce que Bernard de Montréal nous dit, c'est qu'à l'époque, ce qu'il appelait les cerveaux électroniques, donc cerveau, parce que c'est la partie dans laquelle on va retrouver l'intelligence, donc électronique, ça fait référence à l'intelligence artificielle, les ordinateurs, donc les téléphones intelligents, le traçage numérique, les technologies de contrôle en réseau, tout ça. C'est, dans le fond, des moyens sophistiqués pour des intelligences ici. On peut faire référence aux forces astrales qui sont liées, en fait, à des individus sur la Terre. Donc, c'est des êtres qui ont déjà vécu à la surface du globe, donc de la Terre, qui sont des âmes qui sont en voie d'évolution. Donc, qui n'ont pas complété leur processus d'individuation et qui peuvent chercher à manipuler d'autres êtres humains en mettant en place des technologies pour maintenir sous leur emprise l'esprit de l'homme, donc de l'individu. Et c'est sûr que plus les gens sont fascinés par la technologie et moins ils sont libres. D'ailleurs, on retrouve un phénomène qui est apparu il y a quelques décennies, le phénomène de la cyberdépendance. Donc, les gens qui sont dépendants là, du web, là, de l'Internet. Donc, c'est sûr que l'électronique, les cerveaux électroniques, donc l'intelligence artificielle peut être utilisée contre l'homme par des intelligences sur le plan astral pour le manipuler, pour le conditionner sur le plan psychologique en lui disant dans le mental là, certaines formes, pour orienter son action. De là peut prendre naissance le phénomène, entre autres, d'opposition contrôlée. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits d'un régime politique, ben, on va les orienter vers certaines choses à travers les médias, à travers, par la suite, l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est un autre sujet, là, mais... Donc, je vais continuer la lecture, puis commenter comme toujours. Et qui, à cause de leurs activités, risquent de créer, sur le plan matériel, une condition technologique à travers laquelle ces forces peuvent, sans que l'homme ne s'en rende compte, étouffer en lui l'intelligence créative, afin de le soumettre à une forme d'intelligence mécanisée qui pourrait, avec les années, endommager le pouvoir créatif de l'homme. Donc, je ferme les guillemets. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est soumis à l'intelligence artificielle, issu des technologies qu'on développe présentement à grande vitesse, ben, il est plus créatif, il est sous influence. Puis la technologie, puis l'intelligence artificielle lui suggère quoi faire avec des algorithmes. Si on pense entre autres à des algorithmes qui, une fois qu'on clique sur une vidéo, vont enregistrer notre intérêt, par exemple, pour un YouTuber, vont nous en proposer d'autres. Donc, on nous suggère quoi visionner, donc avec des vidéos. Aussi, on nous suggère de faire des achats en ligne, donc sur le web en lien avec nos intérêts, etc. Et c'est sûr que les gens qui vivent sous l'influence de l'intelligence électronique, qui, dès l'enfance, là, passent leur temps à leur arriver sur des écrans, ben, ça conditionne l'esprit. Pendant ce temps-là, la personne, à moins qu'elle fasse un enregistrement sur le web qui canalise l'esprit, ne va pas nécessairement chercher à manifester son intelligence créative. Elle va passivement être dans une situation d'absorption, de suggestion qui vont provenir d'algorithmes. Et le but des algorithmes de réseaux sociaux, entre autres, et de plateformes de diffusion de vidéos, c'est que la personne en visionne de plus en plus pour qu'elle soit exposée à des publicités qu'il présente. Donc, autrement dit, c'est de garder les gens en haleine. Donc, pour qu'ils passent le plus de temps possible pour augmenter la quantité de temps qu'ils sont exposés à des publicités. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant que l'individu est occupé à faire ça, il ne fait pas d'autre chose. Donc, pendant que quelqu'un passe du temps à visionner des vidéos, il ne va pas nécessairement canaliser l'esprit, il ne va pas nécessairement faire une peinture, composer une chanson ou écrire un poème. Non. Donc, voilà un petit peu le piège. L'enfermement dans lequel peut nous amener les technologies, surtout que les technologies peuvent utiliser toute l'information qu'on lui achemine à notre désavantage, dans le sens de connaître nos goûts d'une manière tellement précise. Au fil du temps qu'on clique sur des vidéos, au fil du temps
que l'algorithme se précise, se raffine pour s'adapter à nous, donc de manière à nous envoyer, nous abreuver de plus en plus de vidéos, de choses qu'on a déjà en ligne, des choses qu'on a déjà aimées pour nous garder à ce moment-là passifs à visionner puis à avoir du temps d'antenne. Donc, je poursuis la lecture. La science des cerveaux électroniques est réglée par des plans qui s'occupent de contrôler de plus en plus l'esprit de l'homme et qui s'occupent aussi de maintenir leur pouvoir à travers la conscience planétaire astrale de l'homme sur la Terre. Et ceci, ce qui est remarquable, toujours à son insu. Donc, j'arrête la lecture. Beaucoup de personnes ne voient pas ce qui se passe présentement avec le cerveau électronique, la cyberdépendance, et puis le fait qu'on nous invite à passer de plus en plus de temps devant l'écran de l'ordinateur, que ce soit l'invitation pour réduire la propagation du coronavirus, à faire du télétravail, à faire de la formation en ligne, à discuter avec des amis en ligne, en période de pandémie pour éviter les contacts humains directs et la propagation. Donc, toute la société présentement se structure de manière à ce que l'individu passe de plus en plus de temps sur le web sous l'influence de la science des cerveaux électroniques. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que les cerveaux électroniques sont une technologie de contrôle qui va orienter les discussions, qui va voir même orienter l'opposition que, par exemple, un régime social peut faire. Et le crédit social qui a été implanté en Chine, donc c'est un système où les individus 24 heures sur 24 sont surveillés par des caméras, sont surveillés aussi par rapport à l'activité qu'ils font sur le web, de manière à ce que leurs actions soient contrôlées par l'État chinois. Donc, ça fait en sorte que, par exemple, si un individu va circuler sur le feu rouge sur la rue, bien à ce moment-là, il va perdre des points par rapport au crédit social. Donc, il va perdre des unités de crédit. Par contre, s'il fait de la délation de quelqu'un qui parle à l'encontre du régime communiste chinois, ah ben là, il va gagner des points. Donc, autrement dit, de par la surveillance de l'individu avec une technologie qui est omniprésente dans la société, avec des caméras, reconnaissance faciale, le suivi des activités des gens sur le web, bien, on oriente les comportements humains. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que l'esprit des gens est de plus en plus contrôlé. Et ce qu'il faut réaliser, que le crédit social en Chine, cette technologie de contrôle, au moment où je vous parle, existe. C'est pas le fruit d'un film de science-fiction dystopique, là. Donc, un film de science-fiction d'avant-garde qui parle d'un futur lointain. Non, non. Au moment où je vous parle, ça se déroule présentement. Croyez-moi pas, faites vos vérifications. Et ce qu'il faut que vous devez comprendre, c'est que si cette technologie est utilisée en Chine, ça peut être très possible qu'elle soit importée puis utilisée dans d'autres pays. Donc là, il faut comprendre que la menace est réelle. C'est pas juste une menace fantasmée par rapport à un avenir lointain. Concrètement, cette technologie-là est en usage. Et qu'à quelque part aussi, il faut que les gens réalisent qu'il y a des implications occultes par rapport à ça, parce que les entités astrales qui peuvent chercher à maintenir leur influence sur l'individu, pour pas qu'ils se libèrent de leur influence, peut avoir intérêt à acheminer des pensées dans le mental d'êtres humains, de dirigeants, que c'est bon le crédit social, qu'il faut que ça soit implanté dans notre pays et qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de mesures de contrôle électronique, informatique. Pourquoi? Ben, parce qu'à ce moment-là, ça permet de contrôler les individus à travers ça, donc de conditionner leur comportement, entre autres. Donc, je poursuis. Le scientiste d'aujourd'hui travaille malgré lui-même avec les forces de l'involution. Il n'est pas conscient de l'activité de ses forces parce qu'il n'est pas conscient de la nature des lois de la pensée. Donc, sans s'en rendre compte, il travaille sous l'hégémonie de ses forces et manifeste dans la matière, sous l'infusion de leurs données vibratoirement canalisées à travers ses pensées, une science qui, au lieu de corriger les excès, les amplifie. Donc, je ferme les guillemets après cet autre passage.
Ben, c'est sûr que présentement, les scientifiques là, qui sont tout heureux de développer des nouvelles applications sur les téléphones intelligents, des nouvelles applications qui permettent de plus en plus, d'une manière précise, faire de la reconnaissance faciale avec des algorithmes, reconnaissance aussi de la démarche de l'individu, reconnaissance aussi de l'individu à travers l'iris de l'œil. Donc, une machine va détecter l'œil de la personne pour, par exemple, lui permettre de rentrer dans un bâtiment sécurisé. Donc, la reconnaissance oculaire, même chose pour la reconnaissance faciale, puis la démarche. Mais on peut croiser, c'est sûr, toutes ces variables-là pour avoir des mesures biométriques de plus en plus précises. Donc, c'est sûr que le scientifique qui développe ça, il peut être content puis voir ça comme étant un progrès social pour, par exemple, sécuriser certains lieux. Mais il n'y a peut-être pas toute la conscience d'à quel point cette énergie-là peut être utilisée éventuellement contre lui par rapport, par exemple, à un gouvernement ou à un groupe d'influence, par exemple, international qui pourrait chercher à implanter et standardiser au sein de différents peuples des mesures de contrôle de plus en plus grands par rapport, par exemple, à certaines menaces là, auxquelles l'humanité peut être confrontée, que ce soit la menace du terrorisme international ou la menace, par exemple, d'une propagation d'un virus qui ferait en sorte que sous le prétexte de la menace, bien, il y aurait à ce moment-là l'implantation de plus en plus massive et rapide de mesures de contrôle social dans l'optique de freiner ces menaces. Donc, tout ça peut être récupéré à plusieurs fins. Donc, et à quelque part aussi derrière ça, c'est que cette science-là qui est développée, donc de l'intelligence artificielle en relation avec les cerveaux électroniques, au lieu de corriger certains excès, comme par exemple la répartition de la richesse, ça peut les amplifier. Donc, c'est sûr que s'il y a quelques multinationales qui sont très riches et très puissantes, qui deviennent de plus en plus riches en utilisant les nouvelles technologies, les algorithmes, donc l'intelligence artificielle, ben ça fait des consortiums de pouvoir. Donc, à ce moment-là, ça tend à faire des monopoles dans certains secteurs d'activité, que ce soit la vente en ligne, les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Là. Donc, c'est sûr que présentement, avec l'apparition de ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft, qui sont des multinationales très grandes, bien, c'est sûr qu'il y a un risque à ce moment-là qu'il y ait des excès par rapport à ces multinationales qui peuvent, dans le fond, imposer là, certains standards là, à la population ou à certains pays. Il y a certaines multinationales qui génèrent plus de revenus, donc où ils ont même plus d'abonnés. Que de certains pays ont de citoyens. Donc, à ce moment-là, l'ampleur de ces consortiums, ces groupes, ces multinationales est très grand. Et c'est sûr que des pays individuellement n'ont pas nécessairement une capacité aussi grande de négociation ou d'influence là, que certaines d'entre elles là, à l'époque actuelle. Là. Je poursuis la lecture. Et l'empêcher de réaliser qu'au-delà de cette science, il en existe une autre qui soit libre, qui soit totalement créative. Donc, c'est un court extrait que je commente maintenant. Pendant que les gens sont centrés sur le développement de la science de l'informatique, ils ne développent pas simultanément qu'il existe la science de l'esprit. Donc, pendant que nos scientifiques sont fascinés là, par les gadgets, là, que ce soit le téléphone intelligent avec de plus en plus d'applications, ensuite les algorithmes là, qui peuvent être implantés par rapport à différents aspects de la vie quotidienne. Donc, toutes ces nouvelles technologies-là, ben, les gens ne sont pas nécessairement occupés simultanément à s'intérioriser puis vivre une communication télépathique avec l'esprit puis approfondir cette relation avec leur intériorité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelque part, la technologie peut faire diversion d'un aspect de nous-mêmes. Je poursuis la lecture avec un autre extrait. L'homme découvrira que la technologie merveilleuse d'aujourd'hui est une technologie qui sera de plus en plus utilisée par les forces astrales de la Terre afin de maintenir le pouvoir d'influence de ces intelligences sur l'esprit de l'homme. Je ferme les guillemets et je suis obligé de lui donner raison. C'est-à-dire que la technologie qui nous relie et nous partage là, des informations astralisées là, 24 heures sur 24 sur nos ordinateurs et partout avec les téléphones intelligents,
montres intelligents et ainsi de suite, tend à nous englober. Donc, c'est quelque part une technologie qui semble de plus en plus utilisée pour renforcer l'influence, entre autres, de l'astral, qui va nous conditionner à travers ces technologies-là en tout temps. Donc, nous sommes de plus en plus englobés par elle et présentement, il y a l'émergence du mouvement du transhumanisme qui vise la fusion de l'homme avec, non pas l'esprit, mais la machine. Donc, Klaus Schwab, auquel je faisais référence tantôt, qui est quand même une figure internationale là, marquante à l'heure actuelle, qui vise à amener un développement transhumanisme au sein de la population mondiale en nous parlant de ses bienfaits. Oui, en effet, la technologie peut permettre, par exemple, à des gens qui sont paraplégiques d'améliorer leurs conditions de vie, etc. Par contre, l'idée qui propose de la fusion du biologique avec la technologie peut amener également des abus, des excès, là. Donc, faire de l'être humain un individu qui est en relation constante avec la machine, une sorte de cyborg, bien là, ça peut amener des aberrations. Fait que c'est sûr que toutes les données que génère, par exemple, un individu qui soit tracé 24 heures sur 24, parce que l'individu, par exemple, se fait implanter une puce sous la peau ou se promène avec un téléphone intelligent sur lui, donc, comme diraient les Français, un smartphone, donc, qui est mené à ce moment-là d'un élément là, de géolocalisation en son sein, fait en sorte qu'on sait en tout temps c'est quoi les déplacements de l'individu. Et c'est sûr que, par exemple, si l'individu se retrouve dans un régime totalitaire, ben, ça permet au gouvernement de savoir qu'est-ce qu'il fait là, en tout temps, là, où il se situe. Là. Qu'est-ce qu'il fait dans le sens que s'il effectue des transactions, par exemple, avec le téléphone intelligent, ben, à ce moment-là, à partir d'un logiciel qui surveille les activités du téléphone qui sont utilisées pour faire les achats puis les ventes, ben, on peut voir à distance là, qu'est-ce qu'il fait. Et c'est sûr que la période de crise de coronavirus, où on nous a dit, entre autres, dans certains médias, que à quelque part, il faut éviter les contacts avec des objets, comme par exemple l'argent. Donc, c'est sûr que si une personne effectue des achats avec le téléphone intelligent ou les achats en ligne, ça permet de réduire les contacts là, entre individus là, qui vont manipuler le même argent, les mêmes billets papier. Par contre, en contrepartie, toutes ces interactions, ces achats sont traçables là, à distance là, d'une manière numérique. Donc, il faut réaliser aussi qu'il y a deux tendances qui s'observent. Il y a d'un côté Bernard de Montréal avec l'instruction supramentale et d'autres individus qui visent à en faire la diffusion, qui sont dans la même mouvance, qui visent à favoriser le phénomène de la fusion de l'âme avec l'esprit, donc de l'individu en tant qu'égo de sa conscience avec une contrepartie cosmique de lui-même, que ça s'intègre, mais simultanément, il y a la mouvance en parallèle en lien avec les tenants là, de la technocratie qui visent que la technologie soit au pouvoir et qui vont idéaliser la technologie pour diriger le destin des individus et des nations, à ce qu'il y ait la fusion de l'homme avec la technologie. Donc, d'un côté, il y a la fusion avec l'esprit. Donc, c'est une perspective qui n'est pas matérialiste. Donc, c'est une perspective où ce que l'être humain entre en contact et intègre de plus en plus une dimension subtile de lui-même, tandis que l'autre perspective qui vise à amener l'individu est en contact de plus en plus avec les ordinateurs, la machine, donc voire même en faire un cyborg, donc brancher par exemple le cerveau avec certaines composantes électroniques pour faire ce que certains appellent un être humain amélioré. Donc, c'est sûr que si la personne a des problèmes d'audition, puis on développe des appareils électroniques pour pallier à ça, même chose pour des prothèses visuelles, ça peut avoir une certaine utilité. Moi, en tant qu'individu, je ne m'oppose pas nécessairement à l'utilisation de la technologie. Je vois par contre un moyen plutôt qu'une fin.
Et c'est sûr que je suis très critique par rapport aux dérives potentielles, c'est-à-dire qu'on peut voir que ça peut être utilisé pour compenser certaines problématiques physiques, donc problème de vision, ensuite problème d'audition, ensuite quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, oui, que la personne soit suivie, par exemple, avec une montre intelligente qui permet de détecter le nombre de battements cardiaques qu'elle a régulièrement, et de sorte que si la personne a une modification irrégulière, ou si on peut voir qu'à distance, elle vit une crise cardiaque, qu'automatiquement une ambulance soit envoyée pour secourir la personne ou que ses proches soient alertés. Oui, je trouve ça intelligent qu'il peut y avoir ce type d'application. Par contre, c'est toujours le danger de s'illusionner en la croyance qui peut être véhiculée par le plan astral et infusée dans nos cerveaux, en partant du principe que la pensée vient d'ailleurs, que la technologie, c'est la solution à tous nos maux. La technologie va résoudre tous nos problèmes avec l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est le danger. Puis, d'avoir comme visée, non pas la fusion avec l'esprit, mais la fusion avec la machine comme idéal collectif. Donc, une société qui devient très matérialiste dans sa vision des choses, puis l'idéal humain devient à ce moment-là d'être de plus en plus unifié à la machine. Et ce qu'il faut comprendre, c'est plus qu'on est unifié à la machine puis on vit en fonction d'elle, ben, plus qu'on devient machinal. On ne devient pas à ce moment-là des gens qui sont harmonisés avec la conscience créative qui peut sommeiller en nous. Donc, c'est sûr que voilà où ce que je veux en venir. Je vais continuer la lecture. Il sera utilisé à travers une technologie qu'il aimera de plus en plus par d'autres intelligences qui cherchent à maintenir sur Terre le pouvoir de l'ignorance, même si cette ignorance semble être très intelligente. Donc, je ferme les guillemets par rapport à cette citation. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est abonné à des centaines de chaînes de diffusion de vidéos sur plusieurs réseaux sociaux en même temps peut se croire très bien informé. Il a accès à beaucoup de données. Donc, il a accès à beaucoup d'informations. Et les technologies actuelles avec l'émergence du Big Data rend ça possible. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas accès au savoir. Et l'information peut donner l'illusion du savoir. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, le web, le fait d'être en contact avec de plus en plus de sources d'informations, donc une multiplication des sources d'informations au fil des dernières décennies, ça peut créer l'illusion que on sait plein de choses aujourd'hui, puis on est des gens là, qui sont bien informés, mais en réalité, on peut être très ignorant simultanément de l'esprit. Et le fait de ne pas être à l'écoute de notre voix intérieure, eh bien, parce qu'on est fasciné par l'information qui nous parvient par les sens à travers les technologies qui nous les relaient, peut participer dans un sens à nous couper de nous-mêmes puis à nous enfermer dans la croyance qu'on est informé. D'ailleurs, en lien avec ça, je veux vous proposer l'écoute, si ce n'est pas déjà fait, donc pour les gens là, qui sont intéressés, à écouter sur Netflix le documentaire qui s'intitule The Social Dilemma, donc en français. Il a été traduit, son titre, comme étant « Derrière nos écrans de fumée ». Donc, j'ai beaucoup aimé ce documentaire-là et il nous présente les enjeux contemporains associés aux médias sociaux et aussi les plateformes de diffusion sur le web et l'utilisation d'algorithmes pour nous garder captifs et nous enfermer par rapport implicitement, là, par rapport à certaines croyances, dans le sens que si, par exemple, quelqu'un va visionner une vidéo que la Terre dit qu'elle est plate, puis ensuite il en visionne une deuxième, ben, l'algorithme de la plateforme de diffusion de vidéos peut proposer d'autres vidéos qui vont être de nature similaire parce que l'algorithme détecte que l'individu aime ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne plus de la même chose. Ce qui fait qu'on lui suggère, l'algorithme, de plus en plus d'écouter des vidéos que la Terre est plate sans présenter la contrepartie critique, ce qui fait en sorte que ça peut amener l'individu
à force d'écouter des vidéos qui disent que la Terre est plate, en venir à croire que la Terre est plate, puis le renforcer dans cette croyance. Même chose au niveau politique. Donc, quelqu'un qui va écouter une vidéo avec certaines vues politiques, puis on va proposer d'autres vidéos avec le même type de sujet, puis même type de vision, ben ça peut tranquillement amener un embrigadement psychologique de l'individu par rapport à certaines croyances politiques et créer une polarisation. Donc, quelqu'un, par exemple, qui écoute une vidéo qu'on va dire plus à gauche et que ça lui propose d'autres vidéos à gauche, ben, puis il y a encore d'autres vidéos, ben, il y a tout le temps cette vision gauchiste qui est présente là, à travers ce qu'il consomme. Même chose pour les articles là, sur des réseaux sociaux. Donc, tranquillement, ça l'enferme dans une bulle associée à un certain cadre idéologique. Même chose pour la personne qui est à droite. Et comme on relaie tout le temps le même type d'information, ça fait en sorte, puis il illustre très bien dans le dilemme, Social Dilemma, c'est que, par exemple, quelqu'un, à chaque fois qu'il va ouvrir un réseau social comme, par exemple, Facebook, puis comme il a cliqué j'aime des articles ou des vidéos en lien avec une idéologie de gauche, ben on va lui en proposer d'autres dans le même style. Puis là, en un temps là-dessus, ben il va penser que tout le monde sont à gauche, qui ont les mêmes croyances que lui. Même chose pour la personne c'est tout le temps des trucs en lien avec la droite. Ce qui fait en sorte que ces gens-là sont dans une bulle, puis après ça, ces gens-là se promènent sur la rue, puis là, ils sont surpris de voir des gens qui vont manifester à leur opposé, alors qu'ils croyaient que la plupart des gens adhèrent aux mêmes croyances sur les réseaux sociaux parce qu'ils voient tous des gens qui disent à peu près les mêmes choses que lui. Donc, puis celui-là à droite aussi, fait que c'est le même réseau social, mais qui donne l'impression que globalement, la personne va parler avec une autre, va dire, ben aujourd'hui, j'ai été voir sur des messages sur Facebook, puis là, les gens, ils vont commenter un sujet de l'actualité, puis ils vont dire, les gens pensent comme moi, fait que c'est bon signe, là. Puis là, ils peuvent, à partir de ça, en venir à des conclusions. C'est-à-dire, c'est pas parce il y a beaucoup de choses qui sont présentées sur Facebook qui nous sont suggérées que c'est représentatif de l'ensemble des opinions des gens. Et le choc de réalité, c'est quand une personne, par exemple, regarde les choses à partir de son compte, en fonction de ses préférences, puis là, elle va regarder les choses en fonction d'un autre compte, ben, elle peut avoir un choc de réalité parce qu'on le suggère totalement des choses différentes. Puis là, ça peut être des discours narratifs totalement différents par rapport à une même situation qui se déroule. Donc, voilà le point, là, le danger d'enfermement là, lié à l'utilisation des réseaux sociaux avec les algorithmes qui participent à ça. Puis le but des algorithmes, c'est pas nécessairement d'enfermer les gens en fonction de certaines croyances, c'est tout simplement de cheminer aux gens des choses qui sont susceptibles d'aimer pour que la personne passe le plus de temps possible sur les réseaux sociaux, parce qu'à chaque fois que la personne passe du temps, elle est de plus en plus exposée à de la publicité. Puis le but du réseau social, ben, c'est de vivre puis de survivre, puis son modèle d'affaires est basé sur les gens qui font de la publicité, qui lui donnent des revenus. Donc, c'est de comprendre la logique marchande qui est derrière ça, mais qui peut participer à un embrigadement idéologique. Donc, je poursuis. C'est pourquoi l'homme verra, de par son expérience, qu'avec le temps, cette technologie deviendra de plus en plus puissante, de plus en plus sophistiquée, et que la banque d'informations qui s'étendra dans le monde deviendra pour lui une condition insurmontable. L'homme ne pourra plus en fait se séparer de ce qu'il aura créé. Il ne pourra plus être libre de ce qu'il a créé parce que ce qu'il aura créé a été rendu, si vous voulez, tellement complexe, tellement énorme, que l'individu ne pourra plus rien faire pour se débarrasser de ce grand monstre, de ce beau monstre qu'est la technologie des cerveaux électroniques. Donc, autrement dit, l'homme présentement qui développe des logiciels, des applications, des algorithmes peut être très fier de tout ça en croyant qu'il participe à un progrès, mais il peut être implicitement en train de construire les murs de sa propre prison. En ce sens qu'à mesure qu'il développe l'intelligence artificielle avec la technologie, puis à mesure que l'intelligence artificielle peut prendre de plus en plus le pas dans sa vie sur son intelligence à lui.
Donc, autrement dit, l'individu peut développer une technologie dans l'optique qu'elle soit à son service, qu'elle favorise son mieux-être, mais implicitement, la technologie peut faire en sorte qu'il y ait une inversion du rapport ou que l'être humain, éventuellement, va être soumis à l'influence de l'intelligence artificielle. Donc, au lieu de décider par lui-même quelque chose, ben, il va se fier à l'intelligence artificielle et c'est là que ça peut mener à des abus. Donc, autrement dit, si par exemple l'intelligence artificielle associée à un drone militaire, donc qui est un agent qui va aller dans les airs là, sans pilote, là, donc un peu comme un avion, mais qui est piloté à distance. Donc, si l'intelligence artificielle présente dans le drone décide le moment d'attaquer une autre personne et d'envoyer un missile, à ce moment-là, il y a des actions militaires qui peuvent dans un premier temps être planifiées par l'être humain, mais que éventuellement c'est la machine, de par son intelligence artificielle et sa capacité de faire le calcul de plusieurs données simultanément, qui va déterminer le moment optimal et le meilleur endroit pour, par exemple, atteindre une cible militaire, envoyer un missile. Donc, à ce moment-là, ce qui peut arriver, c'est que des machines fassent à ce moment-là des attaques par elles-mêmes avec l'intelligence artificielle. Mais ces machines-là, au préalable, ont été programmées par l'homme. Et c'est sûr que la plus grande dystopie par rapport à ça, donc le contraire d'une dystopie, cauchemar, c'est ce qui nous est présenté à travers la série de films Terminator. Donc, Terminator, mettant en vedette, entre autres, Arnold Schwarzenegger. Donc, dans Terminator, qu'est-ce qui se passe? Il y a un réseau qui s'appelle Skynet, qui est en relation avec une intelligence artificielle qui prend le contrôle de l'humanité, qui fait une attaque contre l'humanité pour éliminer les êtres humains. Donc, ça, c'est vraiment le cauchemar de science-fiction là, qui pourrait être le fruit des technologies de contrôle si, bien entendu, le fait qu'il y ait une automatisation de prise de décision en lien avec ces technologies-là et l'intelligence artificielle s'opère. Donc, ça en est une dystopie, là. Et sinon, en termes d'enfermement, parce que dans la citation, il est question que l'homme ne pourra plus, en fait, se séparer de ce qu'il aura créé, ben à ce moment-là, ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui de se séparer d'un téléphone intelligent. Parce qu'on l'utilise de plus en plus pour faire des achats, parler à des personnes, répondre à des messages sur des réseaux sociaux, et ainsi de suite. Donc, si on regarde, entre autres, qu'est-ce qui se passe en Chine, dans le cadre de la crise du coronavirus, bon, ben les gens, pour passer d'une région à l'autre, eh bien, vont être scannés avec le téléphone intelligent. Donc, ça devient d'utilité pour se déplacer sur le plan physique dans l'optique de limiter la propagation du coronavirus. Donc, on peut scanner un code QRP. Donc, on a le code barre là, avec des barres, mais c'est un autre type de code avec des formes géométriques, avec une espèce de dessin qui est fait à l'ordinateur et qu'on peut faire à travers l'usage du téléphone intelligent, un outil qui peut participer à limiter les déplacements de certains individus. Donc, c'est sûr que si la personne est détectée comme étant atteinte du coronavirus et la personne peut passer, par exemple, d'une zone à l'autre à la Chine, ben, au moment d'être scannée avec le téléphone intelligent, elle ne pourra pas, elle va être bloquée. Donc, ça, c'est une situation qui est en train de se produire. Et c'est sûr que, dans le fond, ça va devenir de plus en plus difficile de se débarrasser de la technologie, de l'intelligence artificielle, parce qu'elle est de plus en plus omniprésente dans nos vies. Et ça peut être même, cette technologie-là, servir à renforcer certaines dictatures ou non même d'en créer. Et dans le fond, amoindrir certaines démocraties. Puis, en termes de système qui peut amener dans le fond, un enfermement d'individus, ben, on regarde ce qui se passe présentement avec la Chine puis le crédit social. Donc, les gens sont dans un système associé à la reconnaissance faciale, entre autres, avec des caméras un peu partout, l'usage massif de la nouvelle technologie. Donc, les transactions sont surveillées à distance, et ainsi de suite, comme je le parlais tantôt, là. Donc, c'est sûr que la technologie, à ce moment-là, peut mener à beaucoup d'abus, là. Donc, je poursuis la lecture. Ce sera sous le prétexte de l'organisation des données, sous le prétexte de la nécessité
sous le prétexte du besoin d'organiser, de centraliser les informations que l'homme se fera prendre. Ce sera ce prétexte mis dans son cerveau sans qu'il ne s'en rende compte que l'homme donnera à la science des cerveaux électroniques le pouvoir de contrôler l'évolution mécanique, l'évolution politique, économique, sociale d'une grande masse d'êtres humains, ce qui amènera l'humanité éventuellement à un conflit interne entre l'homme, l'individu et la grosse machine créée par une élite scientifique, financée par une élite financière pour le contrôle en apparence bénéfique de toute la gestion des affaires de l'humanité. Donc, j'ai complété la lecture. Il y a beaucoup de matériel ici. Donc, c'est sûr que à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est sous le prétexte de la nécessité. On va nous vendre l'idée que les technologies de contrôle, c'est nécessaire. On est en période de pandémie, de crise de coronavirus, ou il y a la menace terroriste, donc ça devient nécessaire de surveiller à distance les conversations des gens un peu partout dans le monde, au cas où il y en a qui planifieraient des attentats terroristes. Donc on nous vend que c'est nécessaire pour protéger la population. Et à travers ça, ce qu'il faut réaliser, c'est que la technologie peut servir à contrôler l'évolution politique. On le voit en Chine, avec le crédit social, économique, les achats. Donc, les algorithmes qui suggèrent aux gens d'acheter certaines choses, sociales, d'une grande masse d'êtres humains. Donc, toutes les sphères de vie. Si on regarde qu'est-ce qui se passe avec le crédit social, quelqu'un qui perd trop de points, à ce moment-là, ça nuit à sa cote de crédit. Et c'est sûr que par la suite, ça peut avoir une incidence sur sa capacité, par exemple, à contracter une hypothèque pour acheter une maison en Chine. Ensuite, ça peut avoir une incidence aussi sur sa capacité de se déplacer, donc de voyager. Donc, plus que la personne perd des points, plus qu'elle est limitée dans ses déplacements. Puis par la suite, il était question aussi dans un documentaire avec le crédit social utilisé en Chine, que les gens, dans le fond, dans des sites de rencontres, la cote de crédit social est prise en considération dans l'optique de se trouver un partenaire amoureux. Donc, on voit que ça a une grande incidence sur la vie sociale en plus qu'économique et autres, là. Donc, c'est sûr que la technologie, entre autres avec le développement de l'identité numérique, et qui pourrait être associée, entre autres, au passeport vaccinaire, et aussi l'identité numérique qui pourrait être le point où la situation de la personne par rapport à son crédit, donc l'argent qu'elle dispose, pourrait être là avec l'utilisation entre autres d'une crypto-monnaie, ça pourrait amener l'élite financière à un plus grand et scientifique aussi à un plus grand contrôle là, sur les gens. Et c'est sûr que sous l'apparence que c'est bénéfique. Ben oui, c'est sûr que l'utilisation d'une monnaie électronique qui est 100% traçable pourrait réduire, voire même empêcher à ce moment-là des situations de blanchiment d'argent, de corruption, ensuite de pots de vin, de travail au noir. Ben oui, ça peut limiter ça. Je vais continuer à lire avec une autre citation. Là, aujourd'hui, beaucoup d'hommes croient que la technologie sera la panacée, sera la clé à l'évolution de notre civilisation. Un certain nombre d'hommes, les plus évolués en intelligence intérieure, réaliseront qu'effectivement, la technologie, la science des cerveaux électroniques, lorsqu'elle sera poussée à un très haut niveau de programmation, sera le signe avant-coureur de la fin du cycle. Ce sera le signe qui permettra à l'homme de réaliser qu'effectivement il a atteint sur le plan de la science mécanique les limites qu'il peut subir, qu'il peut souffrir avant de perdre totalement sa liberté. Donc, c'est sûr que plus que la technologie est présente ici sur Terre et plus qu'on se dirige vers la fin d'un cycle de développement technologique, dans le sens qu'éventuellement on va saturer de ça. Et c'est sûr que cette technologie-là peut, par gradualisme, de plus en plus faire ingérence dans la vie des individus, ses habitudes de consommation, de rencontres amoureuses, etc. Donc, la géolocalisation, la possibilité d'implantation d'une puce sous-cutanée, reconnaissance faciale, achat sur le web, traçage numérique par rapport à des gens infectés sur un virus,
mais aussi surveillance à distance des habitudes de déplacement des gens, puis de développer des algorithmes en lien avec ça pour prévoir où ce que les foules, les masses vont se déplacer à certains moments de l'année pour faire une plus grande planification à ce moment-là humaine, par exemple dans le développement du transport urbain. Tous ces éléments-là peuvent avoir une certaine utilité, mais éventuellement, on va saturer de ça. Donc, je vais reprendre la lecture. Lorsque cette science des cerveaux mécaniques aura atteint son point d'évolution maximale, lorsque les cerveaux seront intelligents, lorsque la nouvelle génération de ces cerveaux intelligents sera sur le marché, c'est à ce moment-là que l'homme aura atteint la limite de sa folie scientifique. C'est à ce moment-là que l'homme réalisera la puissance de la conscience antichristique sur la terre. C'est à ce moment-là que l'homme verra qu'effectivement sa science avait le pouvoir de le détruire et que cette science, afin de ne pas le détruire, l'humanité, doit être remplacée par une autre science. Donc, je ferme les guillemets. Donc, c'est sûr que plus qu'on va avancer dans le développement de la science des cerveaux électroniques, et plus que quelque part, les gens auront réalisé les limites de tout ça, puis que quelque part, cette science-là peut détruire l'être humain ou limiter, en fait, dans sa capacité créative. C'est sûr que à ce moment-là, cette conscience-là, on va éventuellement de voir de plus en plus les effets pervers. On parle entre autres de l'émergence en tant que phénomène social de la cyberdépendance, phénomène qui n'existait pas il y a 100 ans. Là. Les gens dépendants là, du web, il n'y en avait pas parce que le web n'existait pas. Donc, puis il va y avoir d'autres phénomènes pervers liés à ça. Par exemple, des gens là qui, au lieu de faire de l'activité physique, passent leur temps devant l'Internet et les réseaux sociaux. Fait qu'on parle, par exemple, de l'augmentation de l'obésité là, chez les jeunes. Donc, différents effets pervers, différentes limites liées à ça. Et qu'à quelque part, les gens verront les limites de tout ça. Surtout d'un réseau d'intelligence artificielle pour faire, par exemple, la gestion sociale ou Skynet ou prendre des décisions comme, par exemple, faire une attaque là, à partir d'un drone là, par rapport à une cible là, en Irak, des choses comme ça. Et à présent, je vais lire une dernière citation pour conclure cet enregistrement. « Et s'il n'a pas le courage, s'il n'a pas la force, la volonté, la créativité pour reprendre le contrôle de la technologie, pour veiller à ce que la technologie ne l'emprisonne pas, pour veiller à ce que la technologie soit toujours sous sa domination, il est évident que l'homme deviendra victime de cette technologie. » Donc, je ferme la citation. Donc, autrement dit, puis le message ici est fondamental, c'est que si l'homme ne se prend pas en main maintenant, là, bien à ce moment-là, il va être dominé de plus en plus par la technologie. Et ça va l'amener à en être de plus en plus la victime. Et c'est la raison pour laquelle que dès maintenant, il ne faut pas attendre qu'il y ait des dérapages technologiques dans 20 ou 30 ans. Il faut qu'il y ait une gestion éthique de la technologie avec le principe que l'individu doit passer avant la machine. Et à ce moment-là, dans cet esprit-là, qu'est-ce qui peut être fait? Ben, des gouvernements mettent en place des lois, des règles pour limiter l'intelligence artificielle dans nos vies, limiter, par exemple, la cyberdépendance qui peut être occasionnée par rapport à certaines technologies. Ensuite, qu'il y ait une responsabilisation des géants du web sur les effets pervers qu'ils peuvent occasionner et qu'il y ait une certaine réglementation, qu'il y ait une certaine gestion qui soit faite. Dans le passé, entre autres, des gouvernements ont déterminé qu'il n'était pas question que des jeunes enfants là, soient exposés régulièrement à de la publicité à travers des émissions pour les enfants ou, par exemple, de réglementer la publicité sur le tabac. Donc, autrefois, il y avait des publicités là, qui étaient faites là, à la télévision là, pour inciter les gens à fumer la cigarette. Et ça a été réglementé. Si on pense à la situation au Québec, ça a dû disparaître. Même chose dans les commerces. Si la personne va, par exemple, ici, dans un magasin qu'on appelle un dépanneur, eh bien, les cartons de cigarettes sont cachés. Pourquoi? À cause des effets néfastes du tabac. Le gouvernement a décidé de limiter l'exposition des gens à la publicité. Et c'est sûr que par rapport à l'exposition au web,
Puis la publicité, etc., il y a des limites qui peuvent être mises en place dans le sens qu'on peut encourager naturellement les jeunes à faire, puis les individus en général à faire plus de sport. On peut aussi mettre en place différentes réglementations pour limiter les effets pernicieux de certains algorithmes. Donc, à ce moment-là, il y a la possibilité d'agir pour gérer la technologie pour ne pas en être victime ou limiter les dégâts. Donc, ça, c'est au niveau social. C'est sûr qu'au niveau individuel, c'est l'individu qui doit réaliser que sa volonté doit, à quelque part, primer sur les suggestions que lui font les algorithmes là, sur le web et l'influence que peut avoir sur lui la fascination. En fait, la technologie qui pourrait chercher à le fasciner, là. Donc, c'est ça le message. Puis ça prend de la volonté. Si on en regarde au niveau individuel, la personne, dans le fond, peut être nourrie avec des notifications, aller voir compulsivement en tout temps là, son téléphone intelligent avec des notifications auditives pour le garder accro. Mais la personne, il faut qu'elle soit capable de dire, bon, je vais aller rencontrer une autre personne et je passe le temps de la rencontre, par exemple un repas entre amis, sans utiliser le téléphone intelligent ou m'y référer. Donc, je mets le téléphone sur mode silencieux et je passe la rencontre sans aller voir à tous les 5 minutes ou tous les 20 minutes s'il y a eu des messages qui ont rentré ou qu'est-ce qui se passe là, sur les réseaux sociaux. Donc, s'il y a des nouveautés. Il faut que la personne soit disciplinée pour être capable d'être présente de corps et d'esprit à l'autre personne. Donc, c'est ça que moi, en tant qu'individu, sur le plan éthique, si je rencontre quelqu'un, puis j'ai passé plusieurs heures de route dans l'optique d'assister à une rencontre en personne, moi, je vais m'attendre que l'autre personne soit présente de corps et d'esprit envers moi, là. Puis je vais lui offrir la même qualité de présence, parce que sans ça, ça ne sert à rien. D'être en contact avec une personne qui passe son temps à regarder le téléphone intelligent devant nous au lieu d'être avec nous. Puis quand elle fait ça, ce que ça nous donne comme message, c'est que la technologie a priorité sur le contact avec nous, donc elle n'est pas dans le principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain par l'être humain, et dans le principe de l'être humain qui est fasciné par la technologie, puis ensuite va voir l'être humain. Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose de malsain. Donc, si la personne donne la priorité dans sa vie à la machine plutôt qu'à l'être humain qui est en face de lui, qui a parcouru plusieurs kilomètres pour le rencontrer, pour par exemple un repas en ami, on a un problème. Et c'est sûr que la cyberdépendance, la compulsion à aller voir constamment les réseaux sociaux, puis est entretenue par certains gens qui ont conçu ces réseaux sociaux-là. Dans le documentaire Social Dilemma, vous l'avez, l'information, là. Puis c'est clairement abordé, là. Fait qu'il faut que les gens allument. Il faut que les gens soient capables de se libérer de la technologie, de limiter l'influence qu'elle peut avoir sur leur vie. Et quelque part, faut réaliser aussi que les gens qui passent leur temps devant l'ordi, ça crée un isolement, ça crée une isolation sociale. Donc, la personne qui, dans le fond, va plus rencontrer d'autres personnes en physique, puis elle vit dans sa bulle tout le temps devant l'ordi, puis avec les mêmes réseaux sociaux qui lui disent tout le temps les mêmes choses, ça mène des gens de plus en plus, si la personne n'y fait pas attention, est endoctrinée par rapport à certaines éthologies qui lui est constamment relayée, là. Donc, le message que j'ai à vous livrer par rapport en lien avec l'enregistrement de Bernard de Montréal, c'est d'être lucide par rapport à la menace qu'il nous a partagée. Donc, puis ça, c'est il y a près de 40 ans, là. Moi, c'est sûr que je le salue pour avoir vu tous les dérapages qu'on connaît là, présentement en lien avec les technologies qui se sont concrétisés, qu'à quelque part, il a vu juste par rapport à la menace des cerveaux électroniques. Pour moi, c'est une évidence. Et si on ne fait pas attention puis on n'agit pas en conséquence maintenant, la technologie va sans doute augmenter son emprise sur l'être humain, puis on va assister à des problèmes sociaux très importants en lien avec ça. Donc, on a par exemple le phénomène des individus qui passent leur temps devant l'ordinateur puis oublient de répondre à leurs besoins. Donc, des gens qui jouent à des jeux vidéo en ligne là, 24 heures sur 24, puis des gens oublient de s'alimenter, d'aller aux toilettes déféquer. Parce qu'ils sont tellement absorbés par le jeu en ligne qu'ils ne veulent pas perdre un instant, là, on se ramasse avec des gens que ça peut amener des troubles alimentaires, ensuite de l'embonpoint, donc des gens qui deviennent obèses parce qu'ils ne bougent plus, des gens sous-développés sur le plan physique, et ainsi de suite. Donc, les maux individuels et sociaux
par rapport à ça peuvent être extrêmement très importants, là. Donc, d'où l'importance de faire preuve d'esprit critique par rapport aux nouvelles technologies et de vigilance. Donc, c'est un appel à la vigilance, en fait, finalement, l'essentiel de mon propos, dans l'optique que quelque part, les gens allument sur qu'est-ce qui se passe présentement, parce que il y a des dérives technologiques importantes là, qui sont en train de se produire, là, notamment dans des sociétés comme la Chine avec le crédit social auquel je faisais allusion. Et si vous voulez m'entendre parler librement de la crise du coronavirus dans le cadre d'un commentaire élaboré qui dure à peu près 1h40, je vous invite dès maintenant à aller écouter sur ma chaîne Odyssey, dont vous allez avoir les coordonnées là, en bas de l'enregistrement présent. L'enregistrement que j'ai fait récemment qui s'intitule « Un pas de plus dans la dictature sanitaire ». Et par rapport au Odyssey, eh bien, c'est un lieu où il y a plusieurs lanceurs d'alerte. Donc, ça vaut la peine de découvrir cette plateforme de diffusion de vidéos. Et aussi, vous allez avoir des contenus exclusifs dessus de part de plusieurs personnes, dont moi-même là, et même Berthold, parce que j'ai partagé là, une vidéo que vous allez retrouver là, seulement à cet endroit en exclusivité, donc sur ma chaîne Odyssey. Et comme il est appelé à y avoir de plus en plus de contenu exclusif sur cette chaîne, je vous invite donc maintenant à s'y abonner. Au revoir.